Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode de la causerie avec Bibasket et ProcessCorp. Je suis Hugo Vincent, accompagné de Gabriel. Comment ça va, Gabriel? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, merci. T'es prêt pour parler de cette première phase de l'Euro? Oui, et puis me tourner vers ces phases finales, ça y est, on a eu une semaine de poule, là, ça y est, on veut des matchs couperets maintenant. On veut des matchs qui comptent, C'est ça. exactement. Et c'est de ça qu'on va parler. Alors on va bien sûr parler énormément de l'équipe de France, on va parler de leur parcours du combattant, puisque non seulement l'équipe de France sort du groupe de la mort, mais en plus quand on regarde le tableau, ben, on se dit que c'est l'équipe de France qui va avoir le parcours le plus compliqué jusqu'à la finale. Donc on va revenir sur les matchs de groupe, on va également se plonger sur les matchs qui les attendent et faire une preview générale de la phase finale. On va parler également de ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, les tops, les flops de l'Eurobasket, et puis parler des autres groupes également, ce qui s'est passé, et puis voilà, réaffirmer qui sont nos favoris ou qui nous a déçus pour cet euro, et c'est tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer par les Français justement, et puis leur parcours sur le groupe de la mort. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette première phase de l'équipe de France? Bah, écoute, on était un peu dubitatif avant le début de la compétition. Je veux pas dire qu'on l'est pas aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est un peu en lien avec ce qu'il fallait s'attendre de la part des Français. Si on avait accroché, si on avait pris deux matchs sur les trois gros, quand je parle des trois gros, c'est la Slovénie, l'Allemagne et la Lituanie, ça aurait été déjà très très bien. En avoir un, bah, c'est presque le strict minimum, même si ça nous aurait suffi de battre la Bosnie et la Hongrie pour se qualifier au tour suivant. Bon, il y a eu du bon et du moins bon. Je pense globalement par rapport à nos craintes du début de la compétition, c'est pas si mal, c'est pas si mal, dans le sens où il y a eu un sursaut d'orgueil, il y a eu contre la Lituanie, on a vu une très bonne, on va dire très bonne 32 minutes dans l'histoire, je pense, contre une bonne sélection, même si elle finit quatrième de cette poule. Le match contre la Bosnie, il y a eu un gros trou d'air en deuxième mi-temps, mais hormis ça, on a eu 30 bonnes minutes. Voilà. Mais c'est nécessaire. On a vu que contre ces équipes, 30 minutes, 32 bonnes minutes, bah, vous voyez, au final, on gagne de peu à chaque fois, enfin, surtout la Lituanie. Le match sur la Slovénie, je ne sais pas si c'est, en tout cas, les joueurs et le staff ont voulu l'aborder après le match. Ils ont dit des choses positives quant au niveau affiché par les Bleus. Moi, ce match, je l'ai trouvé un petit peu inintéressant, sincèrement, dans le sens où les deux équipes étaient qualifiées. Le tableau, peut-être que le tableau était plus intéressant en finissant deuxième. Je pense qu'il était un peu intéressant, mais bon, ben, on fait reposer un cadre de chaque côté, même si Gershon Yabusele, apparemment, ça devrait être aussi le cas en huitième de finale, qui ne se joue pas. Donc voilà, on a vu des éléments négatifs auxquels on pouvait s'attendre, mais bon, globalement, on finit à 3-2. La Bosnie, c'était quand même un bon adversaire, donc c'est plutôt global. On va rentrer dans les détails, mais je dirais que c'est 60% positif. 60%. Tu mets le Voilà, curseur. c'est ça. Ouais, bah, on l'avait dit, hein, de toute façon, dans la preview, il y allait avoir des gros matchs, il y allait avoir des matchs compliqués. C'est pas complètement impossible qu'on retrouve ces quatre équipes-là en demi-finale, même si ça risque d'être compliqué. On avait dit qu'il y aurait probablement aucune équipe qui terminerait invaincue, mais il y a aucune équipe qui a terminé invaincue. Globalement, on a commencé un peu doucement. C'était un match piège face aux Allemands, on le savait, ils étaient en confiance chez eux. La cérémonie pour Dirk Nowitzki, c'était un contexte vraiment particulier où bah, on a vu les faiblesses de l'équipe de France. Alors il faut dire qu'il n'y avait pas Mustapha Fall qui a fait beaucoup de bien contre la Lituanie et qui a directement en un match montré pourquoi ils avaient décidé de le garder. Ça a joué, mais je pense qu'il y a vraiment, on a vu une différence d'attitude tout au long de la progression de l'Euro avec des choses qui ont été négative dans l'attitude des joueurs. C'est compliqué de rentrer dans un collectif, on l'a dit, c'est une équipe qui est nouvelle. Hein. Il y a 7 joueurs dont c'est le premier Eurobasket. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place, et puis en fait, face à la Lituanie, on a vu que c'est bien rentré. Face à la Hongrie, il y a eu un gros match, et où Vincent Collet, il faut le dire, a beaucoup fait jouer aussi ses rotations. Il a essayé d'impliquer des joueurs qui avaient été moins bien face à l'Allemagne et la Lituanie. C'est aussi pour ça que les Hongrois sont revenus. Il n'y a pas que une question d'attitude ou de joueurs qui ont mal pris le match. C'est aussi que Vincent Collet, il a ouvert son banc face à des Hongrois qui jouaient leur vie, parce que s'ils perdaient, ils étaient éliminés.
Donc voilà, je dirais pas que c'était un crash au milieu, mais c'était un petit moment où aussi, bah forcément, quand on ouvre son banc, surtout avec cette équipe de France-là, où on se rend compte qu'il y a une énorme différence d'efficacité entre le 5 majeur qu'on a trouvé au fur et à mesure de la compétition et les autres qui sont, bah, quand on regarde les plus-moins, c'est assez incroyable. Terry Tarpey, il est à plus 20 de moyenne quand il est sur le terrain. Et on a d'autres joueurs bah, qui sont à moins 10, moins 15 souvent. Et bah, forcément, c'est problématique. Ça, alors, il y a forcément des trous d'air, mais c'est aussi lié aux joueurs. Même si la Slovénie, pour moi, je suis assez d'accord, le match était peut-être pas forcément intéressant, surtout sur les options tactiques qui ont été prises défensivement. Ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est que ça a permis à des joueurs qui étaient un petit peu en dessous de se mettre dedans. Je pense notamment à Eli, qui a, d'un point de vue attitude, a été très bien après le match contre l'Allemagne, et qui n'avait juste pas mis de tir. Il a mis des tirs, et ça, je pense que c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Ouais, voilà, après, il faudra voir. Je pense qu'Elie Kobo, on en a vraiment besoin dans la rotation. Amat Mbaye a fait un bon match, il y aura besoin de lui sur le huitième de finale. Après, je suis pas persuadé que selon le match-up, il trouve une place, il trouve comment s'exprimer sur des courtes minutes, parce qu'avec l'option d'avoir Yabusele, qui est pour l'instant très bon, ensuite d'avoir l'option Mustapha Fall et Vincent Poirier en relais de Rudy Gobert, ben, on se retrouve souvent avec ces quatre-là qui jouent à l'intérieur. Voilà. Fall, il est intéressant quand le match-up est laid, c'est-à-dire que face à Valanciunas, face à Nurkic, c'est très bien. Après, ben, quand la Hongrie, on l'a moins vu. Lui-même se disait vraiment hors de rythme, pas encore prêt. Donc là, il était face à un poste 5 fuyant, Nichols, et c'était plus difficile pour lui. Donc on l'a pas vu. Donc voilà, maintenant, il a eu plus de temps depuis la reprise, plus d'entraînement, une petite situation de match. Donc j'espère que sur la deuxième semaine, et potentiellement là contre Sanli des Turcs. Et puis au tour suivant, peut-être un peu aussi face aux Serbes, on aura l'occasion de le voir, s'il y a bien sûr un tour suivant. Donc voilà. Mais après, il y a des joueurs, bah oui, pour l'instant, le banc, c'est une grosse difficulté. On parle toujours du réservoir français. Là, je suis pas sûr qu'on se retrouve dans une situation où le réservoir est si vaste que ça au plus haut niveau international. On a Eli Okobo qui est un petit peu peiné sur les aspects offensifs. Et c'est pas le... Il essaye, il fait des efforts, il fait de son mieux au niveau défensif. Mais on l'a vu notamment contre l'Allemagne, je pense face à Maudolo, où il se fait impacter par la dureté et il se retrouve tout pris dans les écrans. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais on a besoin en relais de Evan Fournier qui est plutôt bon globalement, Evan Fournier. Mais bon, quand on se retrouve avec un 5, Albissi, Tarpé, Fournier, Yabusele et Gobert, on se retrouve avec trois joueurs à vocation défensive avant tout. Et le seul créateur dans l'équipe, c'est Evan Fournier. Donc s'il est la cible vraiment numéro 1, et pouvoir l'associer à Eli Okobo ou pouvoir le reposer avec un autre joueur capable d'apporter, c'est bien. Donc voilà, quand on se retrouve avec Hurtel sur le terrain, forcément, on a plus de création. Il y a un autre danger qui vient des lignes arrière, un autre joueur qui peut jouer des pick and roll. Donc Evan Fournier, peut-être que c'est plus, évidemment, il est plus à l'aise de ce côté du terrain. Maintenant, évidemment, on pêche quand on n'a pas l'agressivité défensive d'Albici. Bien qu'Hurtel sur certaines match-up, là aussi, il a montré qu'il était capable de dosser, de faire des efforts. Donc voilà, c'est un peu cet équilibre à trouver, attaque-défense, avec un 5 plus vocation défensive ou plus offensif. L'idéal, ça serait de toujours avoir trois joueurs, voilà, donc un two-way player qui puisse nous apporter, parce qu'on va notamment, plus tard, j'évoquerai un petit peu le cas de Rudy Gobert. Ouais, t'as parlé de Thomas Hartel qui est monté en puissance lui aussi pendant toute la compétition, qui a fait deux très bons derniers matchs. C'est important de le retrouver à ce niveau-là. D'ailleurs, sur l'insight qu'a proposé la fédération, Vincent, il a souligné son attitude et le fait qu'il avait été positif, même s'il avait joué que 3 minutes dans la première mi-temps face aux Lituaniens. Je pense que c'est important d'avoir un Thomas Hartel qui soit dans la création justement pour les raisons que tu as évoquées, parce que il y a certaines compositions d'équipe dans lesquelles offensivement il nous manque de créateurs, et Thomas il est ça, il est très dangereux offensivement, il n'a pas été ridicule défensivement, loin de là. Donc je pense que c'est intéressant, et en termes d'équilibre d'équipe,
Alors si on a la chance d'aller au fur et à mesure des tours, je pense que ce qui va être pertinent, et tu l'as dit, c'est qu'on a une équipe qui peut s'adapter en fonction des profils des différentes équipes en face de nous. C'est-à-dire qu'on a un Mustapha Fall qui peut être très impactant dans certaines situations, un peu moins dans d'autres. On a des joueurs autour qui peuvent s'exprimer un peu plus, ou alors prendre du recul s'il y a besoin. Par exemple, Amad Tembaï, c'est le parfait soldat. Il a fait des matchs, 2 matchs à la suite où il n'a pas joué. Quand on a eu besoin de lui, il est rentré et il a fait ce dont il avait besoin. Et là où il est très efficace, à mettre des tirs, mettre de l'impact défensivement, à être présent au rebond, à porter un rôle un petit peu différent de ce qu'ont les 3 autres tours qu'on a à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est intéressant pour jouer des équipes, et on va en parler, qui sur notre chemin ont des profils vraiment complètement différents. Oui, c'est ça. Donc, s'oriente vers le match contre la Turquie, un match avec un horaire un peu difficile, midi, un samedi. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Il y a tous les huitièmes de finale réunis sur 2 jours. Il faut expliquer un petit peu la FIBA, mais je pense, si j'ai bien compris, des packs de 2 matchs. Donc, il faut des matchs en milieu de journée, voire très tôt dans la journée midi et 14h45. Ensuite, ils font 18h45 et 21h. Je crois que c'est ça au niveau des horaires à chaque fois, samedi et dimanche. Bon, ben on se retrouve à défier la Turquie qui a fini deuxième du groupe A, qui n'était pas si loin de finir première, avec une défaite de 3 points de mémoire face à l'Espagne. C'est une nouvelle équipe de Turquie à ne pas prendre à la légère. Il y a eu un trou d'air, je pense, dans le basket turc depuis la finale de la Coupe du Monde 2010, pardon. Je dis 2011, 2010, mais ouais. 2010, la finale à domicile contre Team USA, où on avait pris aussi la foudre en huitième de finale, justement, d'une Coupe du Monde, par contre. À Istanbul, on avait pris, je crois, -20 en huitième de finale. Ouais. Un mondial sans Tony Parker. Et donc, du coup, on se retrouve face à cette nouvelle génération avec le Big Three composé de 3 joueurs NBA qui sont des joueurs qui jouent, des joueurs de devenir, mais des joueurs qui sont établis aussi. C'est Di Osman, bien sûr. Voilà, il y a aussi 2 joueurs Euroleague. Shane Larkin, si il va jouer, 2 vrais joueurs Euroleague, 3 joueurs Euroleague, pardon. Évidemment, Shane Larkin qui a passé une IRM par rapport à ses doigts. Il est complètement maladroit. Il fait 2 sur 14 contre la Géorgie. Il tire qu'une fois en 32 minutes le match suivant. Face, je sais plus contre qui c'était. Voilà, bon, enfin bref, donc c'est pas sûr qu'il joue. Et puis son coach Ergin Ataman, qui l'a déclaré complètement hors de ses pompes, il n'arrive pas à s'ajuster. Il a dit que mentalement il n'était pas. Donc à voir s'il tient à sa place. Ça serait plutôt une bonne nouvelle qu'il ne joue pas. Maintenant, vu ses prestations actuelles, bon, à voir. Après, il y a Mamoutoglou évidemment et Sertac Sanli au poste 5. Donc il y a vraiment quand même 5 joueurs sur le papier qui sont très forts. Voilà, une équipe que les Français n'ont plus l'habitude d'affronter. Autant la Slovénie, on pouvait s'adapter par rapport au match d'il y a 12-13 mois. Là, ça va nous réserver beaucoup de surprises, avec également un facteur important, c'est que la Turquie sera plus à domicile que la France, parce que toute la diaspora turque, qui a d'ailleurs été sérieusement conviée par Ergin Ataman, elle devrait faire beaucoup de bruit et remplir une bonne partie de la salle. Ataman qui a mis la pression sur la FIBA de nombreuses reprises dans la semaine, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, c'est un sujet que je voulais aborder, mais t'as raison pour l'horaire. Alors c'est forcément un horaire particulier, midi c'est pas un horaire auquel les gens sont préparés, ça demande une adaptation corporelle aussi, une préparation, enfin un échauffement à un moment différent, donc ça sera forcément un impact. Euh, la grosse interrogation c'est Shane Larkin pour moi, clairement, parce qu'il a été très très bon le premier match contre le Monténégro, et depuis, effectivement, avec ses problèmes de doigts, c'est un petit peu son frère jumeau qui était là, et franchement, ça change l'équipe quand même, et notamment face à l'Espagne, que je pense avec un Shane Larkin à 100%, notamment quand on voit la balle qu'il perd à la fin, il donne un peu la balle à Albert Diaz, quoi. Il protège pas sa balle, c'est pas du Shane Larkin qu'on connaît d'habitude. Avec Shane Larkin en pleine forme, je pense qu'ils auraient battu les Espagnols et l'histoire aurait été différente. Donc ça va être la grosse interrogation de ce huitième de finale. Est-ce que Shane Larkin est à 100% ou pas? Ça va changer pas mal de choses parce qu'il est tellement agressif et il ouvre tellement de tirs aux autres que si on a ça en moins, forcément ce sera quelque chose, une équipe un peu plus facile à contrôler. Néanmoins, même s'il n'y a pas Shane Larkin, ou en tout cas même si on n'a pas Shane Larkin à 100%, c'est une équipe qui est dangereuse.
vraiment, avec un style très ouvert, avec beaucoup de liberté pour les shooters et pour les joueurs en général. Cedi Osman a été impressionnant sur la phase de groupe. Korkmaz, il a fait du Furkan Korkmaz. C'est une équipe qui est dangereuse, vraiment. Et c'est pas un huitième de finale facile, pardon, loin de là. Il va falloir être costaud, il va falloir les impacter physiquement, il va falloir jouer à l'intérieur où ils sont un petit peu plus fragiles que nous, il va falloir les impacter. Ça va être un huitième de finale où il va falloir être présent. Et tu l'as dit, s'il n'y a pas Gershon, qui nous permet justement d'écarter un petit peu au poste 4 et d'avoir de l'agressivité, et ben il faudra compenser autrement. Et je pense que le rôle d'Amat Mbaye dans ce match-là va être très très important. Amat Mbaye qui connaît bien le basket turc, qui va d'ailleurs jouer pour Ergin Ataman à l'Anadolu Efes Istanbul. Donc oui, ça va être sans doute lui qui va être responsabilisé en première option au poste 4. Il a joué 34 minutes au match précédent, 16 points. Donc voilà, après sur le papier, il faut être vigilant. Il faut se dire que c'est une équipe vraiment dangereuse, mais on reste quand même normalement en capacité de les dominer. On reste favori de ce match. Mais je pense que de toute façon, les joueurs sont vigilants après avoir été en difficulté les matchs accrochés, ils ont tous été accrochés, puisque même la Hongrie finalement en a été en difficulté. Donc voilà, si la leçon n'est pas tirée maintenant, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc qui ne convient pas dans ce groupe, mais je pense que ça le sera. Donc voilà, évidemment. Et puis même Larkin sur le terrain, j'aimerais bien voir la mission d'Andrew Albici sur lui, avec le profil, c'est un profil qui peut lui correspondre. Il n'a pas eu l'occasion de trop jouer en Euroleague, Albici jusqu'ici, donc devoir s'en occuper. Mais ça serait intéressant comme duel à suivre. Ouais, Andrew qui a fait très très mal à John Robertson, d'ailleurs, on l'a quasiment pas vu. Alors, il avait l'air un peu fatigué aussi, la Bosnie, ils avaient une rotation un peu serrée, mais qui lui a fait très très mal, et ce sera forcément un gros impact. Je suis assez d'accord sur le fait que l'équipe de France est au-dessus et devrait s'imposer. Il faudra faire attention néanmoins à ces Turcs-là qu'on avait déjà battus en huitième de finale en 2015. Et, j'espère qu'on aura Ouais. le À même Lille. à Lille, ouais, dans un match qui avait été compliqué, parce que c'est toujours compliqué les huitièmes de finale. C'est le premier match à élimination directe, il y a du stress. Mais voilà, j'espère qu'on aura le même résultat et qu'on pourra affronter en quart de finale une équipe serbe, parce qu'il va falloir parler aussi de qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de France. Le tableau, c'est le plus difficile, clairement, de cet Euro. Et le match du tournoi, pour moi, vraiment, le match qui va déterminer peut-être le reste de toute la compétition, c'est si jamais la France se qualifie face aux Serbes en quart de finale, parce que les Serbes ont été vraiment impressionnants sur la phase de groupe, même s'ils n'avaient pas la poule la plus compliquée. En termes de niveau de jeu, ils ont vraiment été. Et je suis pas sûr qu'ils soient super contents de croiser la France, parce que sur les matchs qu'ils ont fait, la seule équipe qui a réussi à les mettre en difficulté, c'est les Israéliens, qui sont durs, qui ont changé sur tous les écrans, qui les ont mis en difficulté en les poussant, en leur mettant des coups, et en étant très très ensuite rapides en contre-attaque. Exactement la même recette qu'avait appliquée la Turquie en match de qualification pour la Coupe du Monde face aux Serbes pour revenir après avoir été à moins 25, ils ont failli battre les Serbes. C'est un petit peu ce qui peut vraiment les mettre en difficulté, parce qu'il n'y a pas vraiment de point faible à part ça pour les Serbes. Et l'équipe qui peut faire ça le mieux possible, avec la seule petit bémol que nous, on a des petits joueurs à la main, notamment Albici, je pense à Albici et je pense à Hurtel. Donc sur les switches, défendre sur Jokic, ça va pas être une mince affaire, mais on est quand même armé physiquement pour faire ça. Je pense que les Serbes, ils sont pas très contents de nous croiser en quart de finale, et ça a vraiment pour moi la possibilité d'être le tournant de l'Euro, parce que c'est le match où si on perd, eh ben on considère que l'Euro, il est en tout cas entre guillemets perdu, il n'est pas concluant. Par contre, si on gagne, non seulement l'Euro, je pense à partir de là, sera une bonne réussite, et après, éventuellement, si on commence à faire des mathématiques, ce sera croisé contre la Slovénie. Avec Gershon, ce sera probablement pas la même histoire, et peut-être qu'on pourra commencer à rêver. Ouais, la Serbie, pour moi, est vraiment la poule la moins forte, parce qu'il n'y a pas eu d'autres vraies équipes, je veux dire, on va dire, il n'y a pas d'autres prétendants à la médaille. Si on regarde le groupe A, Turquie, Espagne, prétendant à la médaille, avec le Monténégro qui est une équipe très correcte. Euh, Évidemment, le groupe B, il y avait 4 prétendants à la médaille. Je dirais pas 5, la Bosnie, on n'en est pas là, mais une autre forte équipe.
Le groupe C avec la Grèce, la Croatie, même si c'est pas fameux ce qu'ils ont proposé en Italie. Et bon, l'Italie, évidemment, sans Gallinari, c'est pas forcément un Pas prétendant à pareil. la médaille. Mais bon, c'est quand même, il y a eu un petit peu plus euh, quand même de répondants dans ce groupe. Et le groupe D, donc la Serbie a pu jouer son basket parce qu'ils n'ont pas été impactés physiquement, à part contre Israël, la Pologne, la Finlande. Ça joue bien au basket. La Finlande, ça joue très bien au basket, mais bon, c'est pas les joueurs les plus durs, plus athlétiques. Il y a quand même Charneuf qui est dans le 5 majeur. Il est éternel. Il y a encore Koponen. Enfin, voilà, c'est vraiment un régal de les voir. Mais quand ils se font taper dessus, c'est compliqué. Et donc la Serbie, voilà. Moi, ce qui m'interroge sur la Serbie, c'est est-ce qu'ils vont être capables de passer un cap? Parce que depuis la Coupe du Monde 2016, ils sont quand même passés à côté des grands rendez-vous. Alors, bon, il y a l'Euro 2017, mais c'était une autre équipe, c'était un héros différent. Donc, je ne veux pas dire qu'ils sont. Bon, ils ont quand même été battus par la Slovénie comme tout le monde, mais donc, on va dire peut-être que depuis 2019, les échéances de 2019 plutôt, avec ce quart de finale contre l'Argentine. Alors moi, 2019, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la Serbie était presque favorite Pour parce l'Euro, ouais. Pour la pour la Coupe du Coupe du Monde. Monde. Devant les États-Unis, vu l'équipe alignée, Ils avaient une équipe monstrueuse. voilà. Et puis en quart de finale, ils se sont fait agresser par les Argentins et il n'y avait pas d'âme, mais on sentait rien dans cette équipe. Alors je suis pas un grand fan du coaching de Djordjevic, et apparemment les joueurs non plus. Donc il y avait peut-être une explication ici. Misic avait perdu son père ou en tout cas un membre proche de sa famille. Il n'avait pas été très bon sur la compétition. Voilà. Ensuite, il y a eu le TQO 2021. Donc là, ça va être intéressant parce qu'à mon avis, ils ont une revanche à prendre sur l'Italie. Ils avaient été surpris à domicile. Mais évidemment, c'était un TQO spécial. La saison NBA n'était pas tout à fait terminée. C'était juste après la saison. C'était un peu une équipe alambiquée de la Serbie. Toujours est-il que le basket serbe n'a plus de médaille, enfin en tout cas, il n'y a pas eu de médaille depuis 2017. Voilà, maintenant là normalement il y a vraiment une 5 majeure qui est phénoménale. Il y a tout ce qu'il faut, mais effectivement, sur un match coup près, tout peut se passer. L'équipe de France peut trouver une grandeur d'âme. Yvan Fournier peut avoir un coup de chaud. Voilà, évidemment, le duel entre Gobert et Jokic, c'est presque un classique. Voilà. La question, c'est un peu sur Misic, pour moi, qui fait pour l'instant un très bon début d'Euro, qui jusqu'ici au niveau international, ben, on l'avait pas vu comme en club. Là, il est quand même tranquille sur cette phase de poule. C'est vraiment, ça forme un 5 exceptionnel. Évidemment, après, on peut parler de Lucic, Guduric, Kalinic, il y a du talent et des compétences du Q-basket, il y a tout ce qu'il faut. Mais ouais, je pars pas du tout perdant si on se retrouve dans cette match-up. Évidemment, la Serbie se retrouvera dans la peau du favori, ça sera pas mal. Voilà. Et effectivement, si on atteint le dernier carré, et je reviens à ce que je disais la semaine dernière, en ayant battu les Serbes, franchement, moi je dis c'est déjà un très bel accomplissement. Donc, ça serait déjà un très beau accomplissement. Donc, à suivre. Il y a un truc à dire sur les Serbes aussi, c'est que, alors tu l'as dit, le groupe était moins fort, même si le groupe de la Grèce était pas beaucoup plus costaud non plus. Hmm. Euh, ce sera, alors l'Italie est un petit peu moins forte, euh, ce sera potentiellement le premier gros match de la Hmm. Serbie de l'Euro. Et ça joue quand même. Le fait d'avoir, entre guillemets, mis des branlées à tout le monde, ben, ça facilite pas, entre guillemets, voilà, on ne rentre pas dans le dur comme les Français. Donc, effectivement, c'est un truc qui peut jouer en leur défaveur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, quand je parlais du fait qu'ils aient raté ces échéances, c'est qu'ils n'ont pas aussi cette expérience collective d'avoir su mettre les ingrédients le jour J. Contrairement à l'équipe de France le quart de finale il y a du vécu quand même, hein, on va partir sur les 5 dernières années, mais le quart de finale de la Coupe du Monde 2019 contre les États-Unis et la petite finale contre l'Australie où on était malmené, moins 14, quelque chose comme ça dans le troisième quart-temps. On a évidemment les matchs couperés des Jeux Olympiques l'an passé, avec surtout la demi-finale, puisque l'Italie, on s'est fait peur à la fin, mais on avait globalement dominé la rencontre. Donc il y a cette expérience, même si c'est pas la même chose. Il manque Nando De Colo, il manque Batum, il manque même Fran Ntilikina, puisqu'il avait été décisif face aux États-Unis en 2019. Mais il y a quand même
cet aspect, la Serbie n'a jamais connu ça. Donc, quand le match va être accroché, que ça va être tendu, voilà, faut voir comment comme ça se déroule. Bon, il y a aussi, bon, il n'a pas pesé, mais sur les rotations, Milutinov, qu'on n'a pas vu, il a joué un seul match pour l'instant, donc il est Il a sans. été très bon par Oui, contre oui, sur ce très match-là. efficace, 16 d'évaluation en moins de 20 minutes, il n'y a rien à dire. Nedovic, qui n'avait pas nécessairement trouvé une grande place dans la rotation, hein, il jouait 13 minutes, mais il est incertain pour la suite de l'Eurobasket avec ses soucis de mollet, un souci au mollet. Bon, après, on sait que sur les matchs couperés, il n'y a pas deux joueurs qui vont jouer et qui vont avoir un impact. Donc, il y a suffisamment déjà dans la rotation serbe de joueurs importants. Il y a 7-8 joueurs, ça suffit. Mais bon, c'est quand même des petits éléments à noter. Donc voilà, le jour J, on peut prendre la Serbie. Si on m'avait dit on fait une série sur 10 matchs, je pense que la Serbie en aurait pris 6-7. Mais le jour J, à voir. Vraiment, ce sera immanquable ce match, c'est sûr. Il faudra pas le rater. D'ailleurs, je n'ai pas regardé le planning, ça doit être mardi, quelque chose comme ça. Ce sera le mercredi à 21h. Ah, mais ça c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ok, mais Et pour Milutinov, d'ailleurs, je pense que c'est important parce que le Serbe, je crois que c'est Jagobic, il s'appelle, qui était derrière Jokic, bon, il est pas au niveau, donc je pense que Pezic est un peu plus serein, sachant qu'il y a Milutinov qui est revenu. Sur la phase finale, rapidement, si tu devais te mouiller là en voyant le tableau comme ça, qui c'est que tu vois en demi-finale? alors sur les huitièmes de finale, il y a vraiment un match vraiment à voir en dehors de France-Turquie qui est quand même ça oppose quand même deux gros du tournoi, c'est Espagne-Lituanie, des équipes qui se sont affrontées en plus en match de préparation à match aller-retour et qui deux fois la Lituanie avait gagné. Bon, l'Espagne, classique, hein, ils perdent un match contre la Belgique, ils finissent premiers, ils savent toujours s'y retrouver. On a vu qu'ils étaient quand même tranquilles, qu'ils ont pu jouer un basket très léché. Je les vois quand même favoris sur ce match, mais à suivre, ça sera vraiment demain soir, samedi soir, ce samedi soir, vraiment le match à voir, ne pas rater. Donc je dirais quand même l'Espagne, même si vraiment c'est incertain. Je vois bien la Finlande faire un coup contre la Croatie, parce que la Croatie m'a vraiment pas séduite, malgré Bogdanovic. Elle m'a pas séduite jusqu'ici, et la Finlande, au contraire, on a un petit peu un attachement avec ce beau basket et puis ses fans. Voilà. Et le coach? Et le coach, Lassitiovi, coach de Strasbourg. Donc je vois bien l'Espagne arriver encore une fois tranquille jusqu'à sa demi-finale avec finalement ce match difficile contre la Lituanie, un peu contre la Turquie en poule aussi. Mais bon, finalement, ils n'auront pas eu un euro trop compliqué. Après, Grèce, Allemagne en quart de finale, parce qu'on part du principe que la Grèce va battre la République tchèque et l'Allemagne va battre le Monténégro, même si là aussi, ce ne sera pas évident. Beau match aussi. Très gros match, vraiment. Alors là, c'est difficile de se mouiller, mais on va dire que la Grèce a quand même un potentiel presque illimité, même si Giannis s'est fait un petit peu la cheville. Rien de grave d'après Dimitri Soutsoudis. Bon, à voir, mais bon, l'Allemagne, quand même, a fait une phase de poule assez remarquable. Bon, voilà. Donc, je dirais Grèce, Espagne d'un côté. Voilà, ça se trouve, j'aurais tout faux, ni l'un ni l'autre. Et puis, de l'autre côté, la Slovénie va avoir, un huitième et un quart qui va être vraiment tranquille, ce qui va permettre un peu de pas trop tirer sur Goran Dragic et surtout Luka Doncic. Voilà, voire même reposer Mike Toby si c'est nécessaire. Et puis après, est-ce que je vais être chauvin ou pas, mais je verrai donc France ou Serbie. Le cœur dira la France, la raison dira la Serbie, bien que j'y crois, comme j'ai dit avant. Donc ça ferait quand même un très beau tableau. Imaginez Serbie-Slovénie, revanche de l'Euro 2017 en finale, avec d'autres joueurs évidemment, avec Jokic, Doncic face à face. Espagne-Grèce, avec là aussi deux équipes qui sont affrontées en préparation, mais ça ferait un carré final magnifique. Et toi? Bah, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la Grèce a un chemin assez ouvert jusqu'aux demi-finales. La Lituanie me paraissait une équipe vraiment très intéressante. Et j'étais un peu déçu de plusieurs choses. Alors, je pense déjà qu'il leur manque une rotation à l'intérieur. Que Valanciunas et Sabonis, c'est bien. Enfin,
très bien et bien, parce que Staboni, ça dépend des matchs. Il y a eu des Mm. matchs avec beaucoup d'intensité où il a été absent. Je pense vraiment qu'il leur manque une rotation à l'intérieur pour être vraiment compétitif. Et défensivement, ils ont fait, je trouve, beaucoup d'erreurs contre beaucoup d'équipes, notamment contre les Français, où ils leur ont laissé beaucoup de choses, notamment Evan Fournier, qui est pourtant le créateur de l'équipe, et qui, voilà, ils n'ont pas trop donné d'aide, ils l'ont laissé jouer. J'étais un petit peu déçu tactiquement de la Lituanie. Je pense que l'Espagne, on parlait de réservoir tout à l'heure, bon, ils sont fatigants, quoi. Ils sortent des joueurs qui ont 20 ans, qui jouent à Badalone, à Valence, des Parra, des Pladilla, des Lopez Arostegui, mais qui savent ce qu'ils font, qui jouent très bien au basket, qui même s'ils mettent pas les paniers, comme ça a été le cas contre la Turquie, ils sont présents. Donc s'il faut mettre une piécette, je mettrai quand même une piécette sur l'Espagne parce que voilà, je la trouve plus cohérente, plus tactique, même s'il y a moins de talent, face à la Grèce. Et la Slovénie, bon, qui a un chemin assez ouvert face à la demi-finale. France-Serbie, j'ai quand même envie de dire la France. Même si, un peu comme toi, je pense que la Serbie est très forte. Ouais, ouais, bah écoute, on va espérer On se verra. tromper. On verra. Ça va On être verra. ça va être c'est la surprise du soir. Pour moi, c'est vraiment le match du tournoi. Parce que je pense que l'équipe qui gagne ce quart, elle ira en finale. Je Et pense. en plus, je pense qu'avoir perdu contre la Slovénie, si on les retrouve, ça sera pas de mal. Comme tu l'as dit, il n'y a pas eu trop d'ajustements tactiques. On s'est retrouvé avec des switches qui n'étaient pas prévus. Hein. C'est dans le game plan de Vincent Collet où Poirier se retrouvait face à Doncic et puis il s'est retrouvé en mode Elle n'a pas très bien défendu. ouais, voilà. Et Dezio, j'espère qu'on va avoir peut-être un peu de bon Timothée Luwawu-Cabarro. Il avait été voilà, bon l'an passé. Je pense qu'il va sur les matchs couperés, on va avoir une révélation et ça y est, il va avoir un truc. Au moins une fois On sur un espère. match, je pense qu'il est capable. Donc à suivre, on verra. Et puis après, il faudra vivre avec. Voilà, ça va être très intéressant encore une fois. Et puis je te propose de terminer cet épisode par rapidement par trois tops et trois flops de l'Euro. Je sais pas si tu veux commencer ou Non, tu veux que je vas-y, je te fasse. laisse la primeur. Allez, alors moi pour les tops de l'Euro, déjà le niveau général, parce que je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes équipes et c'est un Euro qui donne envie voilà, qui donne envie. On a envie de le regarder et il y a beaucoup d'équipes qui sont prétendantes. Donc de manière générale, je trouve le niveau assez impressionnant de toutes les équipes. On a vu des équipes qui ont popé, je vais en parler juste après. Et ça c'est génial pour le rayonnement du basket de voir autant d'équipes compétitives. Donc ça c'est vraiment le top. Et puis au niveau des équipes, je voulais mettre en avant l'Estonie, même s'ils ont fait Ouais. voilà, un parcours où ils terminent cinquième, qui joue vraiment très 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 bien. Ils n'ont pas un talent incroyable, mais ils jouent tous autour. C'est vraiment très bien coaché. Ils ont titillé l'Ukraine, ils ont titillé la Croatie, ils ont titillé l'Italie. Et pour une nation historique du basket européen, bah, ça fait du bien de les avoir à ce niveau-là. Et puis l'Ukraine, forcément c'est particulier avec tout ce qui se passe actuellement, qui a fait également un très bon euro avec aucun naturalisé. C'est Mm. important de le dire aussi parce que il n'y en a pas beaucoup des pays d'Europe de l'Est qui n'ont pas de naturalisé et qui vraiment pour moi est la surprise de cette compétition qui joue très bien ensemble. Donc pour moi ça c'est les tops. Au niveau des flops, je vais mentionner la Croatie qui c'est un peu comme chaque année, hein. On y croit, il y a une bonne équipe. Et puis on n'arrive pas à trouver l'alchimie entre tous les joueurs. C'est un peu chacun tire la balle. Donc on verra, ils ont fait une bonne perf contre l'Ukraine, on verra s'ils réussissent à aller loin dans la compétition. Les groupes déséquilibrés sont un petit peu frustrants, parce que même si c'était très bien d'avoir un groupe de la mort, du coup on n'a pas pu vraiment mesurer la Grèce et la Serbie, c'est bon, un petit peu frustrant. Et je vais juste terminer par l'organisation, c'est mon coup de gueule de la journée, parce que on a vu certaines choses, voilà, les Turcs ont parlé de la nourriture, les Slovènes ont parlé du fait qu'ils ont été obligés de prendre le taxi pour aller à la salle, c'est une chose. Mais surtout, c'est le niveau de l'arbitrage qui pose question dans tous les pays, pas forcément pour tirer dessus, parce que les pauvres, ils y sont pour rien. C'est juste pas les meilleurs arbitres du monde. Les meilleurs arbitres du monde, c'est les arbitres d'Euroleague. Et ils sont pas là. Ils sont pas là pour des raisons de lutte de pouvoir entre la FIBA et l'Euroleague. Et malheureusement, ceux qui sont là, ils sont un petit peu dépassés. Ça va trop vite, ça va trop haut, ça va trop fort, c'est trop intense pour eux. Ils sont un petit peu dépassés. Et c'est bien dommage pour un niveau d'euro qui est si élevé. Et voilà, c'est un petit peu frustrant pour nous, fans de basket, parce que ça casse des matchs, notamment le France-Slovénie.
ce serait peut-être terminé différemment s'il avait été arbitré différemment, pas que c'est pour ça que les Français ont perdu. Et il y a eu 2-3 réclamations qui ont été posées, on a vu des objets balancés sur le terrain en Géorgie, des salles vides en Géorgie, on a vu des joueurs se taper dans les vestiaires entre les Géorgiens et les Turcs. Et je vais terminer par la chose qui m'a paru moi la plus scandaleuse, c'est les réclamations. Il y a une faute technique pour les Lituaniens qui a été oubliée, on a dit qu'ils l'avaient fait trop tard et que de toute façon ça n'aurait pas changé le cours du match. Et on a oublié 22 secondes sur le match Turquie-Géorgie et la justification de la FIBA, ça a été de dire que les 22 secondes, là non plus, n'auraient pas changé le match. C'est un peu pas reconnaître le basket que dire que sur une dernière possession, avoir 24 secondes de 2 secondes, ça change pas les choses. Voilà. Je vais pas mouiller parce que je vais te rejoindre et ça va permettre d'accélérer. Effectivement, je voulais citer le niveau général par rapport à une compétition qui n'est pas une compétition de club. Et du coup, ça permet de mettre encore plus en valeur les joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que des académies de jeu d'équipe arrivent à peu près à se mettre, pas au même niveau, mais l'Estonie, effectivement, l'Ukraine, même s'il y a aussi des grands joueurs, hein, il faut pas les dénigrer. Une bonne équipe. Voilà, ils ont quand même sur le papier une belle équipe. Je voulais citer l'arbitrage comme flop numéro 1. Il y avait une chose que je voulais citer par rapport à ce que tu n'as pas dit en termes de top, c'est je trouve que pour une grande salle à Cologne en Allemagne, j'ai trouvé que la salle était relativement pleine, en tout cas visuellement de l'extérieur. Tout à fait d'accord. J'ai connu des euros où toutes les salles étaient vides tout le temps, sauf pour l'équipe locale. Et donc, même les matchs qui n'étaient pas joués par l'Allemagne, bon, grâce notamment au public, à la diaspora bosnienne, le public lituanien, ça a permis d'avoir des salles assez remplies. Donc ça, c'était plutôt bien, parce que le spectacle, vraiment, est nécessaire. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, par contre, c'était que, hormis l'Allemagne, les équipes nationales des clubs, les équipes nationales hautes des autres poules étaient diminuées, et donc c'est la faute à pas de chance, et n'ont pas été très, très bonnes sur les phases de poule. L'Italie a perdu Danilo Gallinari sur la préparation, et donc elle s'en retrouve diminuée, et on a moins d'espoir pour cette équipe. Elle a fini 4e de sa poule. La Géorgie ne passe pas le tour alors qu'ils ont été notamment dans les phases finales. On se souvient à Lille à l'Euro 2015. Bon, c'est une autre génération parce qu'il n'y a pas Torniquet Shingelia qui s'est fait l'épaule sur un match de Coupe du Monde, de qualification ou un match de prépa, je ne sais plus. Et aussi la République tchèque qui s'en est sortie au final. Miracle. Voilà, et qui n'avait pas Satoransky qui s'est blessé en match de préparation contre l'Allemagne sur un tournoi à Hambourg. Et qui est revenu, heureusement, il est revenu le premier match, ça n'allait pas du tout, il n'était pas bon. Ils l'ont mis ensuite au placard jusqu'au dernier match. Et ce jeudi, contre Israël, il a sorti le match qu'il fallait. 11 passes décisives, Yann Vezeli a retrouvé sa connexion avec lui. Heureusement, ils s'en sortent. Mais c'est dommage parce que pour moi, ça pouvait être potentiellement la deuxième meilleure équipe de cette poule. L'équipe qui était la plus à même de gêner la Serbie, même s'ils n'ont pas forcément le matériel. C'est pas forcément l'équipe qui va plus gêner la Serbie en termes de profil d'équipe. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que ça aurait pu créer une autre dynamique dans ces poules, même si on les a regardées plus de loin que le groupe B. Voilà, c'est un petit bémol qui est la faute à pas de chance, les 3 stars de ces 3 équipes qui sont blessées. Ça me paraît très bien pour conclure. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessures sur les phases finales, qu'on puisse profiter du basket. Voilà, parce que c'est une semaine unique, les phases finales de l'Euro, avec presque que des grosses équipes, notamment à partir des quarts de finale. Là, il y a 8 grosses équipes et c'est juste un kiff. Merci. Merci à toi. On se retrouve très bientôt, peut-être avant le dernier carré ou après l'Euro, pour faire un débrief. Parfait. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Bibasket et Process Corp, chacune nos pages YouTube et bien sûr bibasket.fr le site. Et puis à très bientôt. Ciao ciao. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.